Ivana Fuli, moi je suis psychiatre bobologue. Je suis très intéressée par ce que vous venez de dire, la dernière intervention et celle qui l'a précédée également. Alors, pour la dernière intervention, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre, parce que moi, la notion que j'avais, c'est que le problème en Chine, c'était pas qu'il manquait de juges, ils en avaient toujours eu, même dans l'Antiquité chinoise, mais que la justice n'était pas indépendante du pouvoir politique, que ce soit les empereurs ou le Parti communiste. Donc c'était la notion que j'avais la notion qu'il y avait aussi beaucoup de juges qui distribuaient des peines de mort, par exemple, etc. Enfin, qu'il y avait une justice expéditive, comme se admirait Ségolène Royal, enfin voilà. Donc ça m'a un petit peu surprise. Et puis, mon autre remarque s'adresse à l'interlocuteur précédent. C'est de savoir, enfin, il y a déjà plusieurs années, je pense que ça doit être en 2012, que dans le New England Journal of Medicine, à propos, non pas des GAFAM, etc., mais à propos de l'industrie pharmaceutique, un professeur de droit de la Boston University avait été publié donc dans ce journal de médecine le meilleur du monde, parce qu'il avait quelque chose de très intéressant à dire. Et ce qu'il avait très intéressant à dire, c'est que les amendes, ça ne suffisait pas et qu'il fallait des condamnations pénales des responsables. Parce que malgré tout, quand les amendes sont très très fortes, ça peut n'être qu'une mauvaise année pour le chiffre d'affaires, et que ce qu'il faut, c'est que les responsables, ceux qui ont pris les décisions, soient punis et puissent aller en prison. On va prendre plusieurs interventions. Bonjour, donc Théo Brigand, moi je suis juste un militant de l'accès au droit et à la santé. Merci pour vos présentations très claires. J'aimerais revenir sur un autre exemple qui a eu lieu la semaine dernière. Une application de rencontre entre hommes qui s'appelle Grindr a été dénoncée parce qu'elle avait vendu le statut sérologique de ses clients à des entreprises. Et autant l'orientation sexuelle avait été vendue, là les gens s'en foutaient parce qu'en allant directement sur cette application, de fait ils reconnaissaient leur orientation sexuelle, mais dès lors que c'était à santé, ça les a choqués. Ce qui pose une autre question aussi, puisque c'est intéressant aussi sur une communauté largement impactée par le VIH de pouvoir parler de la séropositivité, le dire. C'est normal que l'information soit demandée et renseignée. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est donc, et je vais la poser de manière un peu provocatrice, parce que la RGPD y répond partiellement, est-ce qu'il faut penser une exception sur les données de santé, sur les données de manière générale, de la même manière qu'on a une exception culturelle en France, ou est-ce qu'il faut aller vers un service public de l'Internet et donc faire en sorte que les données soient détenues par l'État ? Ce qui amène une autre réflexion qui est un peu un corollaire, mais c'est vous poser la question, qu'est-ce que valent nos données de santé, enfin nos données personnelles, pardon. Et sur les données, il y a aussi la question de la surveillance, notamment par, du coup, cette fois, les institutions et le système de santé, la surveillance de la bonne prise des médicaments, de l'observance, du bon respect des soins, et du coup, quelles conséquences en tirer en termes de déremboursement, et dans quelle mesure ces données ont une valeur pour les entreprises, mais aussi pour l'État, et dans quelle mesure on ne passe pas là dans une société du surveiller et punir. Merci. Merci de votre belle question. Alors, vous pourrez écrire votre question sous forme un peu de développement et nous l'adresser à Sébastien Claes dans les jours qui viennent, parce que c'est des données que nous, on remonte finalement au CCNE. Et puis, juste un dernier point, on va réagir dans quelques minutes, on va prendre quelques questions. Mais oui, dans les données de santé, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé pour le dossier médical personnel, c'était qu'on faisait déjà une discrimination entre les données VIH, psychiatrie, par rapport aux autres données. Il y avait des données déjà plus sensibles et que les gens voulaient, d'une certaine manière, masquer. On en reparlera tout à l'heure. Il y avait monsieur. Arnaud Cambefort, ingénieur dans l'industrie. Alors j'avais une question en tant que citoyen sur la problématique de l'utilisation de tous les services qui sont fournis par notamment les GAFAM, enfin surtout eux qu'on a en Occident. Parce que par exemple on a Google qui fournit gratuitement un excellent moteur de recherche. Bon, je sais qu'il y a une alternative qui est Quant que j'utilise moi-même, mais la plupart des gens ne sont pas au courant. Qui fournit la boîte courriel la plus efficace à titre gratuit. Un système qui fait GPS, carte annuaire, actualisé très très efficacement, un système de centralisation des vidéos où tout le monde poste gratuitement ses vidéos, enfin il gagne même de l'argent avec, et qui centralise à peu près toutes les vidéos du monde. À côté de ça, on a aussi notre GAFAM qui est Amazon, qui fournit un service de livraison d'à peu près tous les produits à des prix imbattables.
On a Facebook ou WhatsApp qui permettent d'avoir un accès à notre réseau social et à l'actualité sociale de nos proches. Et quand on les a pas, on se prive de beaucoup d'informations. Enfin, je le sais parce que moi-même, je n'utilise pas ces outils-là et je me prive de beaucoup d'informations de mes cercles sociaux. Ou alors Apple et Samsung qui fournissent des assistants numériques d'excellente qualité, des photos superbes, des Internet, la téléphonie, tout ça à des coûts pareils, compte tenu du service défiant toute concurrence. Alors, je suis bien conscient qu'il y a des inconvénients associés à ces sociétés. Elles ne payent pas leurs impôts, elles utilisent nos données sans les payer, et en plus les retournant contre nous, elles manipulent notre opinion. Bon, il y en a certaines qui maltraitent leurs salariés, comme le cas d'Amazon. Mais pour les citoyens utilisateurs, tous ces inconvénients, en général, on ne les voit pas. Enfin, moi, j'en ai conscience, donc j'y pense régulièrement, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour contrer tous les avantages qui sont fournis souvent gratuitement et avec peu d'inconvénients apparents, et qu'il n'y a pas de solutions alternatives aussi efficaces qui sont fournies? Merci. Merci. Alors, je réponds à la dernière question, puisque c'est un peu là-dessus que j'ai fait mon intervention. Donc, votre question, c'est comment contrer tous les inconvénients? Mais j'ai envie de dire que là, c'est un choix personnel. On a encore un libre arbitre. Est-ce qu'on accepte un peu d'inconfort? Est-ce qu'on trouve normal, sinon, d'avoir que des avantages sans inconvénients? C'est ce que j'ai expliqué. Hein. Est-ce que je veux pouvoir communiquer avec tous mes camarades sur un réseau social en sachant que mes données ne sont plus privées? Ou est-ce que j'essaye de trouver des alternatives? Donc je crois qu'il y a un prix à payer personnel dans les choix que nous faisons. Donc après, l'autre solution, c'est d'essayer de développer de plus en plus d'alternatives. Donc au niveau du moteur de recherche, c'est balbutiant. Hein, 2013, c'est rien par rapport à la date de création du moteur de recherche Google. Je crois qu'il faut quand même qu'on ouvre les yeux. Si un objet est gratuit, si on vous offre des services gratuits, c'est que quelque part, c'est vous qui devenez l'objet. Donc est-ce qu'on accepte cette logique? On parlait à propos du scandale de Cambridge Analytica. Bruce Schneier dit oui, mais on rentre dans un capitalisme de surveillance, donc il faut voir un petit peu le modèle économique de l'ensemble de ces sociétés et des produits qu'ils produisent. Est-ce qu'on trouve normal d'utiliser gratuitement tous ces objets? Non, il y a forcément derrière leur modèle économique une façon de nous récupérer, de nous vendre. Donc je vois que je ne réponds pas. Si, vous allez voir, les réponses vont être progressives. Régis Châtelier-Voulier, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Oui. Sur la troisième question sur Grindr, est-ce qu'il faut une exception culturelle sur les données en général ou plutôt qu'elles soient gérées par l'État? J'ai envie de dire que, je ne sais pas si j'ai la réponse, je n'ai pas forcément la réponse, mais une piste en tout cas. C'est le fait qu'il y a déjà une exception sur la donnée de santé, en l'occurrence, qui est beaucoup plus protégée que les autres. Et je ne pense pas qu'en l'occurrence, je n'ai pas le suivi sur cette affaire, donc je ne pourrais pas vous dire la suite. Mais le fait que dès lors qu'on traite de la donnée de santé, on a des responsabilités qui sont bien supérieures à celles que si on traite des données personnelles, on va dire, communes. Et donc, il y a déjà une exception. Et il s'agit de faire en sorte que ces acteurs qui n'ont pas forcément conscience de traiter des données qui sont extrêmement sensibles, de faire en sorte qu'ils respectent ces conditions et les réguler un petit peu plus que ce qu'on régule les autres, en fait. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un problème, la non-conscience de traiter ces choses. Et donc, ça pose des questions extrêmement graves, puisqu'ils vont finalement potentiellement nuire à certaines personnes dans un cadre professionnel ou autre. Et donc, effectivement, là, il y a déjà une exception. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été respectée, j'ai envie de dire. Sur les données gérées par l'État, je ne sais pas, il faudrait proposer. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais le fait que pour les données de santé, on ait une réglementation plus forte, c'est déjà limiter le cas. C'est-à-dire qu'il y a un choix quand même qui est volontariste de faire en sorte que, à l'inverse d'autres espaces à l'échelle mondiale, on fasse le choix d'avoir une protection plus large. Donc le choix, il existe. Mais le choix, il n'a pas été fait de l'étatisation de toutes les données. Il est plutôt le choix de faire en sorte que chaque personne puisse garder une forme d'autodétermination informationnelle et avoir le contrôle de ses propres données. Donc on est dans une logique qui est autre, mais qui met plutôt l'individu au centre plutôt que la collectivisation de l'État. Et sur la question précédente, sur l'industrie, sur le cas de cet article de 2012, et sur le fait que les amendes ne suffiraient pas et qu'il faudrait une condamnation pénale,
Là encore, j'avoue mon incompétence. Il se trouve que le droit ne le prévoit pas, donc pour des raisons qui sont, j'imagine, déjà réfléchies et discutées. Donc, j'ai pas la compétence, de dire que peut-être qu'il faudra une condamnation pénale. Mais peut-être quelqu'un ici là. Oui, je crois que c'est vraiment une question fondamentale qu'on vient d'évoquer à nouveau. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas établi de distinction, c'est de notre fait, entre les géants, finalement, du web, qu'on a cités. On est d'accord pour en faire une liste, que ce soit autour des États-Unis ou autour de la Chine. Donc on a fait cet inventaire. Mais ça n'est pas pour autant que le dispositif de big data, c'est-à-dire de regroupement d'abondantes données, ne soit pas utile. Et pourquoi j'ai établi cette distinction? Parce qu'on a évoqué, à titre d'exemple, il n'y en a pas encore tellement en France, l'assistant public hôpitaux de Paris. Or, c'est un niveau qui garde le bon et qui a essayé de réduire le mauvais. C'est-à-dire que à ce niveau, j'en ai eu la confirmation, il est encore possible de demander le consentement des personnes. Si vous-même ou votre entourage avez été hospitalisé dans des hôpitaux de la PHP, eh bien, ils pourront confirmer qu'au moment où on donne le formulaire de recueil du consentement, il y a une question concernant l'utilisation des données personnelles. Et non seulement ça va jusque-là, mais du fait de cette taille, non seulement ce consentement peut être demandé, mais on m'a affirmé qu'il y avait une possibilité de retrait. Ce qui, évidemment, est un des principes habituels du consentement, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le problème actuellement angoissant, c'est un problème mondial avec d'énormes puissances, dont finalement la puissance financière se développe à un rythme extrêmement accéléré, avec une puissance qui finalement en fait des zones de non-droit, et d'autant plus fondée à continuer leur pratique, que l'enjeu, c'est l'intelligence artificielle. Comme cela a été écrit, maintenant je crois que l'expression est consacrée, c'est l'exploitation, le recueil de ces données, c'est la matière première des recherches concernant l'intelligence artificielle. Autrement dit, ces grands ne vont pas faire de sentiments et les menaces, y compris de dispositions européennes, n'y changeront rien. C'est-à-dire, c'est ça qui, alors qu'elles détiennent, j'ai dit à peu près plus de 80% de ces données sensibles. C'est ça pour moi le problème angoissant. Mais ce n'est pas pour autant que je rejette, comme une sorte de conservatisme aveugle, le bienfait de rapprochement de données nombreuses, évolutives, qui font maintenant partie d'un des éléments du progrès des connaissances et souvent aussi en médecine, du progrès de la médecine. Merci. En tout cas, dans les textes de bioéthique, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est la partie avantages, inconvénients, risques. Il y a tout un ensemble de développement dans ce domaine. Et puis, une autre partie peut-être qu'on n'a pas évoquée et qui pourrait être dans un autre débat, en tous les cas d'un point de vue éthique, c'est toute la question des vulnérabilités et des vulnérabilités partagées, d'une certaine manière, qui est à poser. Je voulais peut-être juste répondre rapidement à la troisième question et à la première qui a été adressée. Pour souligner, en fait, effectivement, il s'agit d'une question de choix. Enfin, est-ce qu'on préfère finalement le confort de tous les avantages que peuvent nous donner Samsung, Google, etc. ou est-ce qu'on veut finalement se contraindre un peu plus au nom de valeurs? Et alors, il s'agit effectivement d'un choix individuel, donc, qui est celui-là, mais il s'agit aussi d'un choix de société. Et c'est là, à mon avis, que devient particulièrement intéressante l'étude de l'histoire et notamment de l'histoire de la culture occidentale, parce qu'au niveau du choix de société, ce choix du confort, de la facilité, se pose au niveau de la justice, qui était la première question. Effectivement, en Chine, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, qui est un concept totalement occidental, entre notamment le politique et la justice. En France, il y a une séparation qui est discutable, moins forte qu'ailleurs, mais qui existe. Et c'est la raison pour laquelle le développement de la justice prédictive, donc ce qui est finalement l'application des données et des algorithmes à la prédiction de ce que vont dire les juges dans un cas ou un autre. J'ai l'occasion de travailler sur ce problème particulier avec une start-up qui s'appelle Predictis qui fait ça.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la raison, il s'agit d'un choix. Est-ce qu'on veut finalement algorithmiser la justice ou non? Et là où la Chine le accepte, parce que c'est plus efficace, ça restaure la confiance des citoyens dans la justice. En France, effectivement, on a plus de mal. Et il est intéressant de voir que ce qui nous fait douter, c'est cette espèce de culture de la séparation des pouvoirs, de la rule of law. Et on préfère encore être jugé par des humains que par des algorithmes. C'est politique, c'est compliqué, mais je pense que ça vaut le coup de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'y oppose par rapport à d'autres pays. Christine, vous voulez réagir? Non, je voulais juste réagir à ce que disait Monsieur Huriet. C'est vrai que la très très grande partie de nos données personnelles au niveau mondial sont dans les mains des GAFAM, GAFAMI, je rajoute même le I. Mais concernant le SNDS, dont je disais que c'était vraiment une spécificité française et que c'était très original au niveau mondial, il faut voir quand même qu'il est relativement bien protégé par des règlements, puisqu'on peut lire dans le rapport sur l'IA de la mission Villani que c'est un peu embêtant les données qui sont dans le SNDS parce qu'elles sont anonymisées, donc elles ne sont pas faciles d'utilisation. Donc j'espère que la CNIL veillera à ce que ça le reste, mais ça prouve quand même qu'elles ne sont pas directement accessibles et facilement manipulables par les traitements automatiques. Bonjour, François Nemo, je suis conseil en stratégie d'entreprise. Alors pour moi, toutes les questions qu'on a abordées ce soir, d'abord merci pour vos brillantes interventions, et toutes les questions qu'on a abordées ce soir, questions très intéressantes, sont des questions qui sont liées à la géopolitique. C'est-à-dire, c'est simplement une question de pouvoir, de contre-pouvoir économique. Et on est enfermés d'un côté entre les GAFA, et on connaît leur puissance, de l'autre côté des BATX, et au centre, l'Europe, on peut dire qu'elle est totalement vide. C'est-à-dire face à toutes ces grandes entreprises américaines qui se sont développées depuis 40 ans, et aux entreprises chinoises qui sont plus récentes, mais qui sont en train de dépasser les entreprises américaines. En France et en Europe, il n'y a rien qui se passe. Et la vraie question, c'est pourquoi nous, en Europe, nous n'avons pas réussi à construire ces plateformes qui pourraient être des contre-pouvoirs à toutes ces sociétés qui ont des cultures différentes des nôtres, c'est-à-dire les Américains ont une culture, on peut dire que la Silicon Valley, c'est quasiment une culture religieuse. C'est le transhumanisme, c'est religieux le transhumanisme. Et de l'autre côté, on a les Chinois qui ont leur propre culture. On ne peut pas... moi, ce qui se passe en ce moment en Chine, ça me fait penser à la révolution culturelle sous Mao. C'est le même... On répète les choses. Donc, on ne va pas changer ces cultures. On ne peut pas les changer. Simplement, il faut se poser les questions. C'est que, avec, comme le disait tout à l'heure monsieur, avec 500 millions d'habitants, hein, on a plus de pouvoir que les Américains, et on a été dans l'incapacité depuis 40 ans de créer des structures qui ont été capables de défendre notre propre culture. Et si on n'a pas ces structures, on ne pourra rien faire. Et comme le disait monsieur Huriet tout à l'heure, moi je pense que la réglementation, face à des entreprises qui se moquent totalement à la fois des frontières et des États, je pense que la réglementation, ça ne sert à rien. Donc, la vraie question qu'on peut se poser et autour de laquelle se mobiliser, parce qu'il ne faut pas baisser les bras, une autre chose, c'est que cet état de fait, je pense, avec mon expérience personnelle, que l'État l'a accepté. C'est-à-dire l'État français a validé cette dépendance par rapport aux États-Unis. Et je pense que c'est encore un problème géostratégique, politique, de sécurité, et que, on voit par exemple les labos de recherche qui s'installent de Google et de Facebook qui s'installent en Europe, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'on va embaucher
200, 300, 400 chercheurs français, bon, on va baisser un peu le taux de chômage, mais à qui ça profite tout ça? C'est-à-dire, avec l'argent des contribuables, on forme des chercheurs et le profit de cette recherche va passer entre les mains des GAFA et des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, comment faire pour faire émerger des contre-pouvoirs? C'est la seule question qu'on peut se poser. Et moi, mon expérience en entreprise, je pense que les entrepreneurs français aujourd'hui n'ont pas la culture des plateformes. Ils ont une culture d'ingénieurs et de spécialistes et qui n'ont pas... Alors que dans la Silicon Valley, tous les gens qui ont créé les entreprises qu'on connaît aujourd'hui, c'est des philosophes, c'est des sociologues, c'est des artistes. Et nous, on est coincés dans notre culture. Alors, excusez-moi, mais c'est des grandes écoles hein, qui font émerger des gens qui sont des spécialistes. Christine voulait réagir par rapport à cette critique. Alors, je ne vais pas répondre sur le plan politique, hein, ce n'est pas mon domaine. Par contre, sur le plan de l'éducation, oui. Depuis 1983-1984, on essaye d'introduire en France, dans l'enseignement secondaire, l'enseignement de l'informatique. Et je crois qu'on y est enfin arrivé en 2018. Donc ça, déjà, c'est un premier pas, mais on peut se demander pourquoi. Alors, il y a eu de temps en temps, on a introduit un enseignement, on l'a retiré, etc. Donc là, il y a un retard dans la prise de conscience qu'effectivement, il y avait un enjeu économique au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau, comme vous dites, de la recherche et de l'entrepreneuriat dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier point. Après, j'irai plus loin et je ne peux que constater qu'à un moment donné, on a réagi, hein, mais c'était à l'hiver dernier. L'Éducation nationale a signé un contrat avec Microsoft en bradant plus ou moins en voulant brader les données personnelles des lycéens. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de... On peut s'étonner, on peut se scandaliser aussi. On ne sait pas pourquoi. Il y avait un partenariat public-privé. Donc oui, il y a des choses un petit peu bizarres que je ne saurais pas expliquer entièrement. Bonsoir à tous. Merci pour vos interventions. Je me présente, Mathieu Le Tourneur, je suis juriste. Quatrième intervention, j'ai dit il aura le grand prix des intervenants, puisque je dis même peut-être cinquième, mais je lui ai promis, hein, il aura à la fin des états généraux son prix des intervenants les plus réguliers. Merci beaucoup. Donc en tant que juriste, je vais essayer de réagir à monsieur Herrera sur la normativité notamment, et puis ensuite sur le statut des données personnelles. Sur la normativité, vous semblez dire que la normativité juridique va bientôt laisser sa place ou peut potentiellement laisser sa place à une normativité technologique ou technique. Mais je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit que la normativité juridique, le droit, est supérieure, et ce pour deux raisons au moins, puisque le droit a une légitimité que la normativité technologique n'a pas. Alors la légitimité peut être de différents ordres. Si c'était un État monarchique absolu, c'est le roi qui gouverne. Si c'est une démocratie, alors c'est les institutions démocratiques. Mais en tout cas, le droit est l'expression d'une légitimité. Ensuite, le droit s'est fait fort dans notre histoire, notamment, à chaque fois de rééquilibrer la relation entre le fort et le faible. Et l'exemple que vous avez pris sur le feu rouge est éloquent, puisque le droit permet de remettre à égalité à la fois le vélo d'un côté et le camion qui roule à vive allure de l'autre. Et que lorsque le feu est rouge, le camion s'arrête parce que le vélo a le droit de passer. C'était mon ajout sur cette normativité. Et enfin, le juriste aime à faire rentrer les choses dans des cases, et quand les choses ne rentrent pas dans des cases, c'est qu'en fait, elles y rentrent quand même. Et la question, en fait, c'est par rapport aux données personnelles, puisqu'en fait, on ne sait pas bien ce qu'elles sont, si ce sont des biens, si ce sont une émanation d'une personne. Alors, si ce sont des biens, à ce moment-là, comment peut-on s'opposer à la vente ou à la location ? Et à ce moment-là, avec toute la marchandisation
non pas seulement du corps dont on parle souvent, mais de l'homme en général, de ses actions, de ses comportements. Et à ce moment-là, si ce ne sont pas des biens, alors ce sont une sorte de continuation de la personne, comme pourrait l'être le sang, les organes, et à ce titre, elles devraient être protégées et notamment répondre au principe d'indisponibilité, de non-patrimonialité, etc. On prend votre question, on va répondre comme ça dans la partie conclusive aux différents points qui sont évoqués. Oui, bonjour, Blanche, étudiante en psychologie. Alors, vous aussi, vous êtes une récidiviste. Hein. Oui, tout à fait. Je m'en excuse. Je voulais d'abord vous remercier pour toutes vos interventions. Et je me faisais vraiment la réflexion que le terme Big Data peut vite sonner avec Big Brother si on n'y fait pas suffisamment attention. Moi, ma réaction, elle est plutôt située sur une question de termes. Par exemple, on parle de données, mais derrière les données, il y a des personnes. On parle d'algorithmes de santé qui seraient capables de diagnostiquer, mais finalement, derrière ces algorithmes, il y a les médecins. Alors, finalement, qui sont véritablement les bénéficiaires de toute cette entreprise technologique. Et ma question à moi, c'était un peu pour reprendre vos propos, Madame Froidevaux. Vous parlez donc d'un enseignement au lycée sur la question de l'informatique et des sciences de l'information. Si cela peut permettre ainsi de prévenir donc, que ce soit des problèmes de confidentialité, tant mieux. Mais quels sont les progrès en termes d'humanité? Quand on voit qu'au Japon, qui est quand même un pays relativement à la pointe de la technologie, ils en sont à fabriquer des robots assistants de fin de vie, je me pose un peu la question de savoir est-ce que progrès technologique va avec un progrès humain? Est-ce qu'à nos lycéens, peut-être en parallèle d'une formation à l'informatique, on ne ferait pas aussi mieux de les sensibiliser au lien avec leurs grands-parents, plutôt que de leur dire, de toute façon, vos grands-parents, ils sont bien assistés par des robots, ils sont bien assistés par de la télévision. Et puis, oui, finalement, quel est notre véritable rôle dans la société? Est-ce qu'il ne serait pas bon d'écouter cette petite voix, la fameuse petite voix du libre arbitre, qui nous dit, eh bien, quitte à perdre un peu de confort, autant se montrer plus humain. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment. Bonsoir, je m'appelle Mathias, j'ai fondé Vision, on fait un logiciel qui permet à chacun de contrôler ce qui est fait de ces données, de les échanger, de les monétiser. J'ai deux questions, la première c'est pour Madame Froidevaux. Juste nous préciser ce que c'est alors votre système? C'est une application, j'ai pas envie de pitcher là pendant 5 minutes parce que j'ai des questions, mais c'est une application qui permet à chacun de dire telle et telle donnée, je veux bien que ce soit utilisé pour personnaliser mon fil d'actualité, pas pour de la publicité, oui pour des statistiques, ok pour faire de la recherche, et de les échanger entre services assez facilement et de pouvoir les monétiser. Et ma première question c'est pour Madame Froidevaux. Vous parliez de Transalgo, je m'étais beaucoup intéressé il y a à peu près 1 an quand on en avait parlé. J'aimerais juste savoir un peu plus sur c'est quoi l'objectif et c'est quoi la recherche en ce moment. Est-ce que c'est plus pour donner par exemple des outils à la CNIL ou à des organismes de certification pour auditer des codes? Est-ce que c'est plus pour donner des outils aux citoyens pour savoir sur un service à peu près de l'extérieur sans avoir accès au code ce qui est fait de ces données? Ou est-ce que c'est plus par exemple pour créer des frameworks pour les développeurs qui font déjà le privacy by design? Et ma deuxième question c'est pour Joachim Nicolas. Je vais me permettre de tutoyer, on doit avoir à peu près le même âge. J'ai peut-être mal compris ta conclusion, mais tu disais qu'on va avoir des algorithmes tellement efficaces sur tellement de données, tellement d'informations, qui vont pouvoir prendre des décisions et se décider ce qu'on a le droit de faire ou pas, et qu'on n'aurait plus de droit à la fin. J'ai peut-être mal compris, mais même si on a on pourra faire des calculs beaucoup plus rapidement sur beaucoup plus de données de façon beaucoup plus précise. Quels critères on va prendre dans ces calculs, quels points on va donner, les fonctions qu'on va coder, ce sera quand même finalement des gens qui vont les décider. Et même si le droit sera plus écrit en français, mais peut-être en Python, il y aura quand même des valeurs morales qui seront toujours derrière ça. Merci. Voilà. Qui est-ce qui veut intervenir le premier? Il y avait, je vous en prie. Bon, alors,
pour répondre d'abord à la question qui m'a été adressée par monsieur, je ne fais pas l'apologie d'une autre normativité que le droit. Enfin, je partage les valeurs qui m'ont été inculquées par l'école, la légitimité de ce qui a été débattu en commun, dont il faut aussi avoir conscience que ça nous vient d'un mythe de l'agora grecque. Mais voilà, c'est une valeur, je la partage. L'égalité devant la loi, c'est aussi une valeur. Mais c'est pas exactement c'est pas sur le terrain des valeurs que je suis, c'est plus sur le terrain descriptif de est-ce que effectivement il est possible que d'autres formes de normativité prennent le pas sur le droit pour des raisons de fait, pas ou de manière dont les gens se les représentent, parce que la question ne serait pas posée aussi clairement. Et en fait, la question n'est pas posée aussi clairement parce qu'elle est voilée par notre expérience du quotidien. Choisir entre la facilité de tout ce que nous offrent Google et Samsung et ce que ça implique. Et l'autre valeur en fait que vous n'avez pas mentionnée, mais qui est en fait sous-jacente à la normativité algorithmique, c'est l'efficacité. Et dans mon exemple sur l'app qui nous permettrait de naviguer et de faire fi des feux rouges, finalement, pourquoi est-ce qu'on suivrait l'app plutôt que ce que nous indique le droit lorsqu'il faut s'arrêter au feu rouge? Parce que c'est plus rapide, plus efficace. Et c'est ça, en fait, qui est voilé. Sur la question de la justice prédictive que j'évoquais, la question, finalement, c'est est-ce qu'on préfère être plus efficace dans le traitement des cas de délinquance, de petite délinquance, où finalement il y a assez peu de juridique. Les cas se ressemblent beaucoup. Et donc est-ce qu'on préfère finalement tout amalgamer par rapport à ce qui a déjà été jugé, en tirer une norme mais qui n'est plus juridique, qui est du fait, et juger les délinquants par rapport à cette norme algorithmique, finalement, basée sur des données, ou est-ce qu'on veut respecter l'état de droit, l'égalité de chacun à avoir un jugement? C'est plutôt comme ça qu'il faut appréhender la question, et c'est vraiment du fait. Pour juste le deuxième aspect de cette question, par rapport au fait que c'est une question de fait, justement, c'est qu'effectivement, on ne sait pas ce que sont ces nouveaux objets qui apparaissent. On ne sait pas si c'est une donnée personnelle, c'est un bien ou un prolongement de la personne. On ne sait pas si, pour prendre un autre exemple, un token dans la blockchain, est-ce que c'est finalement une forme de monnaie? Est-ce que c'est une valeur mobilière? On ne sait pas. Et en fait, ce qui dicte l'utilisation, c'est ce que les développeurs ont bien voulu en faire. Et lorsqu'un token est émis suite à une initial coin offering par rapport à des usages qui ont été finalement codés, on a un usage qui est écrit en Python, pas en français, et du coup on va agir, on va se conformer à des normes par rapport à ce que le programmeur aura voulu en langage Python, et ça, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus vraiment de légitimité autre que la pure technique, et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut envisager la question des différentes normativités, la normativité juridique, de la normativité économique, de la normativité algorithmique. Et je suis d'accord aussi avec l'intervention de monsieur, comme quoi il y a des enjeux, effectivement de compétition mondiale, et on est presque désavantagé finalement, parce que notre respect du droit, en Europe notamment, quand il s'agit du droit de la concurrence, a fait qu'on n'a pas voulu laisser émerger de champions européens. On a coupé tout ce qui dépassait, mais paradoxalement, au nom du respect du droit et au nom du respect de la concurrence. Et voilà, on est finalement un peu prisonnier de notre culture avec un outil dont on peut finalement douter même qu'il est encore efficace par rapport à ce qui émerge. Merci, Régis Chatelier. On peut l'applaudir d'ailleurs, parce que je trouve que c'est très clair. Une belle synthèse, merci. Je voulais juste intervenir sur deux choses. La partie algorithme et à la fois justice prédictive, police prédictive, enfin le prédictif en général, ça peut être certes très efficace, mais ce qu'on a oublié de dire, qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est qu'il y a ce mythe comme quoi la donnée serait neutre et la donnée ne porterait pas de biais. Mais en fait, la donnée en elle-même, et d'autant plus dans le cas de la justice, de la police prédictive et de tout type de santé, c'est peut-être différent dès lors qu'on est sur des métriques, dès lors qu'elles sont acceptées par tous, mais elle porte en elle-même des biais qui fait que l'algorithme qu'on fera tourner dessus va embarquer les biais qui sont déjà les biais qu'on connaît. Et dans la justice notamment, on parlait des cas de délinquance, et bizarrement, certains types de populations, pour un même cas de délinquance, vont recevoir des peines qui ne seront pas les mêmes que leurs petits amis, qui ne sont pas des mêmes quartiers.
Et en fait, il y a des délinquants, il y a des biais dans les données telles qu'elles existent. De faire tourner un algorithme dessus, c'est les embarquer avec nous et finalement les accepter. Il y a je vous invite à lire Cathy O'Neill qui a écrit un livre qui s'appelle Weapon of Mass Destruction, qui n'est pas encore traduit, je crois, et qui explicite bien ce fait que la donnée en elle-même, la manière dont on la collecte, elle porte un biais. Donc d'avoir confiance dans l'algorithme, fût-il très efficace, va ne faire qu'embarquer finalement des choses que l'on connaît. Et c'est le fameux outil sur Google, quand vous commencez à taper une recherche, il va vous proposer d'autres recherches qui ont été faites par d'autres, sans poser la question de finalement est-ce que je ne vais pas continuer à porter préjudice à des personnes si je ne fais que poursuivre la manière dont on fait des recherches un petit peu étranges parfois sur les personnes. L'autre question, c'est la question justement de que sont les données personnelles, sont-ce des biens ou la continuation de la personne, avec la fameuse notion de patrimonialité, donc il y a eu tout un débat récemment sur le sujet, avec, de notre point de vue et du point de vue du droit européen finalement, elle est constitutive de la personne. Donc constitutive de la personne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est qu'on donne un droit d'usage à d'autres pour l'utiliser. Mais on n'est pas dans et on peut faire beaucoup de choses avec ça, y compris des acteurs vont pouvoir gagner de l'argent sur cette base, dès lors qu'on aura consenti à ce qu'ils nous profilent pour faire qu'on reçoive la bonne publicité, par exemple. Mais à tout moment, on doit garder un droit dessus, qui est le droit de finalement le récupérer, de l'effacer, de le voir, la portabilité, etc. Sur l'idée qu'on n'est pas dans la patrimonialité. Patrimonialité, ce serait, il y aurait les trois notions de l'usus, l'abusus et le fructus. Et c'est au niveau de l'abusus, en fait, où ça ne fonctionne pas. C'est qu'on peut accepter, consentir à l'usage de nos données pour tout type d'usage, dans un cadre assez vaste, hein, mais on ne perdra jamais les droits que l'on a sur nos propres données personnelles. Et donc, c'est là où on ne se situe pas sur un cadre de patrimonialité. Ça n'empêche pas qu'il y ait possibilité de faire beaucoup de choses en faisant circuler nos données dès lors qu'on est d'accord et qu'on a consenti. Mais la notion même de patrimonialité ne fonctionne pas dans ce cas précis. C'est tout un débat qu'il y a actuellement. Mais voilà, donc on est plutôt dans la continuation de la personne, ce qui n'empêche pas qu'elle permette à d'autres de l'utiliser. Merci. On voit que c'est comme des sujets passionnants où on commence à ouvrir la boîte de Pandore et on aborde absolument toutes les questions d'un point de vue très, très universel. Christine. J'avais deux questions, une interlocutrice, oui, que je vois. Je vais commencer par ces questions parce qu'elles me touchent beaucoup, ces questions. Donc, comme j'ai expliqué, je fais partie de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche, donc forcément, on s'est posé toutes ces questions. Alors, j'ai noté, est-ce que finalement, les avancées en informatique, dans le numérique, font progresser l'humanité? Alors, je répondrai, comme déjà on disait il y a une époque, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est pas nouveau. Donc effectivement, tout progrès scientifique peut amener du bien et du mauvais. Le numérique, c'est un peu comme la langue, c'est ce qu'il y a de meilleur et c'est peut-être ce qu'il y a de pire aussi. À nous d'en faire bon usage. Alors, par rapport à l'enseignement, bon, il reste toujours au lycée un enseignement, on en parlait tout à l'heure, instruction morale et civique, on réfléchit. Il y a un cours de philosophie. Il se trouve que je connais et que je rencontre d'ailleurs demain la présidente du Conseil supérieur des programmes, qui est une philosophe. J'ai essayé de la sensibiliser sur le fait que l'avènement du numérique va poser de nouvelles questions philosophiques. Donc je pense qu'il y a là un endroit où ces problèmes pourront être abordés auprès des jeunes. Alors pourquoi leur enseigner l'informatique ? Parce que de toute façon, ça fait partie de leur univers, et puis les métiers de demain seront tous touchés, plus ou moins, même si on ne veut pas être un scientifique, on sera touché par l'avènement du numérique, et s'ils ne sont pas formés, ce n'est pas eux qu'on va recruter, on ira chercher d'autres personnes ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment notre devoir de les sensibiliser. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors maintenant, j'avais deux questions par monsieur, c'est ça ? Alors, sur Transalgo, je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui, donc je connais que les principes fondamentaux que vous connaissez sans doute comme moi, donc je vous renverrai à leur site. Par contre, vous m'avez, par rapport aux algorithmes qui décident, j'avoue que la normativité algorithmique, je ne comprends pas bien ce que c'est. Donc on est bien d'accord que les algorithmes d'apprentissage sont entraînés sur des données et que ces données peuvent être biaisées. Alors je vous renvoie là-dessus à un rapport de la CERNA, un rapport sur l'apprentissage, qui parle bien de tout ce problème de biais dans les données d'entraînement. On sait qu'un chatbot a pu être entraîné par un certain nombre d'internautes joueurs à devenir raciste. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, je ne vois pas pourquoi un GPS dirait de brûler un feu rouge si le
programmeur, si le concepteur de l'algorithme a décidé qu'il fallait respecter le règlement. Je veux dire, il n'y aura pas de prise d'autonomie. Je veux dire, un programme répond à ce qu'on appelle une spécification, c'est un cahier des charges. Le cahier des charges est écrit par des humains. Le programme est implémenté et codé par des humains. Donc après, c'est des choix. C'est des choix de société, c'est des choix de principes qui dépendent d'une culture à l'autre, ça j'en suis bien convaincue. Merci. Il voulait répondre. J'ai senti comme une question voilée, alors je vais essayer de clarifier mon propos. Normativité algorithmique ne signifie pas que les décisions vont être prises par les robots ou par les contrôleurs ou par les programmeurs qui les codent. Ça veut simplement dire, si on s'interroge sur ce que c'est la norme, c'est ce qui nous fait agir de manière très générale. On peut agir par rapport à une règle juridique qui peut être un texte de loi, qui peut être un feu rouge, ou on peut agir par rapport à ce que peut nous indiquer un algorithme agissant sur une base de données. Et mon exemple du feu rouge est purement pédagogique. Je ne pense pas que les applications de conduite ou de navigation nous feront griller des feux rouges, même si il y a quand même des véhicules automatiques qui tuent des gens. Mais je suis vraiment pas, c'est vraiment pas mon but. C'est pas ce que je cherche à décrire. Ce que je cherche à décrire, c'est plutôt, et je pense qu'on le voit mieux dans la justice prédictive, le fait que appliquer des algorithmes à des données donne naissance à des normes. On parlait des délinquants, je trouve que vous avez très bien résumé la chose avec les biais. Il y a deux manières dont un petit délinquant peut être jugé. Il peut être jugé, certes, à la va-vite, devant un juge qui aura passé 10 secondes sur son cas, mais ces 10 secondes, il y aura quand même eu un respect de l'individualisation de la peine, du cas précis, et il y aura eu, et c'est ça qui est important d'un point de vue de normativité, application de la norme juridique qu'il aura vite fait regarder dans son code, peut-être, au cas. Alors que si ce petit délinquant, pour des raisons d'efficacité, de coût budgétaire, est jugé, et je ne dis pas par un algorithme, je dis par un juge avec assistance d'un algorithme, de manière à ce qu'il passe non plus 10 secondes, mais 5, là, c'est plus vraiment la normativité juridique qui va s'appliquer, c'est plus le juge qui va appliquer une norme à un fait, c'est l'algorithme qui va conseiller au juge de regarder ce qui a été jugé dans des cas très similaires, extrêmement similaires, et conseiller une peine. Et ça, par contre, ce n'est pas de la science-fiction. Certes, ça n'existe pas en France, mais ça existe aux États-Unis, dans un cas qui est celui de la liberté conditionnelle des détenus, avec un algorithme qui s'appelle Compass. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que, compte tenu du profil du délinquant, et compte tenu de critères que sont son code postal, sa couleur de peau, etc., est-ce qu'on va le remettre en liberté ou non? Et ça, c'est fait pour des raisons d'efficacité. Après, des études ont prouvé qu'il y a des biais et que, pour résumer l'étude qui a été menée, là où un délinquant noir aurait en fait finalement davantage, moins dans les faits, récidive moins que ce qui est donné par l'algorithme compte tenu de son groupe, un délinquant blanc finalement récidivera dans les faits davantage que ce qui a été prévu. Voilà, c'est les biais. Oui, c'est les biais de données, d'entraînement dont je parlais, on est d'accord. C'est ça. Inversement, ces études ont montré que là où une assemblée qui siège toute la journée devient plus lassiste en fin de journée en relâchant comment est-ce qu'on dit, les suspects, non, enfin, un algorithme plus résistant à la fatigue, parce qu'effectivement, lui, il ne voit pas l'heure passer, risque d'être plus juste au sens qu'il ne sera pas plus laxiste en fin de journée qu'en début de journée. Je ne défends pas ce système. Je dis qu'il y a forcément un peu de pour, un peu de contre. Après, il faut en faire un bon usage. Là, c'est un sujet, à mon avis, qu'on pourra réamorcer, parce que là, tout ce que vous dites, ça excite. Il ne faudrait pas être présentateur du débat, il faudrait pouvoir être intervenant. Mais ça me fait penser aux réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie. C'est vrai que si vous êtes le premier dossier, surtout que la personne n'est pas là, on va examiner, que les gens sont disponibles, c'est pas la même chose que si vous êtes le 30e dans la journée. Et si vous faites appel à Dr Watson pour apporter l'expertise dans le processus décisionnel, même s'il pourrait y avoir des filets, c'est-à-dire on pourra revenir sur la décision,
en priori, Dr Watson risque de prendre une décision mieux informée, en tous les cas, et peut-être moins subjective, mais sans avoir un certain nombre de paramètres, l'expertise du médecin au bout de quelques années, qui sait un petit peu comment la personne ressentira ou pas le traitement. Mais là, c'est un sujet, à mon avis, sur lequel il faudra revenir. En tous les cas, 1000 merci de ces éclairages.